Bien, le Collège européen des experts maritimes et fluviaux est particulièrement honoré de votre présence aujourd'hui à Cannes afin de vous associer à nos travaux sur le thème « L'expertise maritime et fluviale en mouvement, évolution et perspective ». Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'avoir pris un peu de votre temps pour réfléchir ensemble à ce qui nous anime et nous mobilise dans notre activité professionnelle. Mais avant de vous présenter cette journée, je voudrais rendre hommage à l'un des nôtres qui malheureusement nous a quittés de façon tragique, notre regretté confrère et ami Jean-Bernard Cerruti, décédé le 12 août dernier dans l'exercice de son activité professionnelle. Jean-Bernard était un professionnel hors pair, aux qualités exceptionnelles, qui a pris une brillante carrière au sein de la Marine nationale, dont il avait gravi tous les échelons et atteint leur sommet en ayant été élevé au grade de contre-amiral, avait rejoint notre collège pour mettre ses connaissances et son expérience au service de l'expertise en général et de la justice en particulier. À cet égard, il venait d'être inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Rennes et était notre représentant en Bretagne et sur la façade atlantique. Ingénieur IPF, il n'hésitait pas à se remettre en question pour faire progresser son savoir technique et le faire partager. Volontaire, il était de ceux qui refusent l'immobilisme et sont résolument tournés vers l'avenir. Permettez-moi d'avoir ici une pensée affectueuse pour ses proches, d'autant qu'ayant participé à notre précédent colloque en 2015, ici à Cannes, il s'était inscrit dès l'ouverture de l'inscription à celui-ci, malgré son travail et l'éloignement. Notre peine est immense, il laisse un vide difficile à combler, et dans ce moment de tristesse, toutes nos pensées vont vers lui et sa famille. Je souhaite, pour saluer sa mémoire, que nous observions une minute de silence. Je vous remercie. Devant les progrès scientifiques constants et la place de plus en plus importante qu'occupent les différentes techniques dans notre société, les magistrats, qu'ils soient de l'ordre judiciaire ou administratif, les assureurs, les entrepreneurs, les personnes physiques et morales, ont besoin de recourir à un moment ou à un autre à l'expertise pour les éclairer dans leurs droits, leurs obligations, leur prise de décision. Cette expertise ne peut être conduite que par des experts qui ont à la fois les connaissances techniques et l'expérience suffisante dans leur domaine de compétences. De ce constat, nous sentons bien que l'expert en charge d'une expertise est au centre de tous les enjeux. Contrairement aux spécialités bien définies, l'expert maritime et fluvial est un homme à part qui, plus que dans toute autre spécialité, doit avoir des connaissances élargies. On lui demande d'être, excusez du peu, omniscient. En effet, il doit tout connaître du navire, depuis sa conception jusqu'à sa réalisation, tout connaître de son utilisation et tout connaître du milieu dans lequel il va évoluer. Il n'y a pas d'équivalent en matière d'expertise. J'en veux pour preuve que la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction judiciaire, ainsi que le Conseil d'État en matière administrative, ont tous les deux retenu une seule rubrique pour notre spécialité, E76 navire, avec deux sous-rubriques, navire marchand et navire de plaisance, considérant que l'expert maritime était doué de toutes les compétences cumulées de la machine et du pont. C'est énorme.
Dans notre France hexagonale, l'expert maritime et fluvial est un technicien, je vous l'ai dit, à part, exerçant souvent seul son activité, mais aussi, et parfois, dans le cadre d'un cabinet qui sera malgré tout de petite structure. Vu l'immensité de sa tâche, l'expert homme seul, face à son destin, a besoin d'un espace de dialogue dans lequel il doit pouvoir exprimer ses doutes, confronter ses analyses, s'informer sur les dernières évolutions techniques, afin d'être le mieux armé possible pour répondre techniquement aux problèmes multiples et variés qui lui sont posés par les donneurs d'ordre. Les associations sont à bien des égards ces lieux privilégiés destinés à satisfaire cette exigence, mais aussi pour organiser des formations du type formation continue, guider l'expert dans ses premiers pas en favorisant le tutorat, faire bénéficier les plus jeunes de l'expérience des plus anciens, etc. Je laisse donc le soin tout à l'heure à Bernard Espelli, vice-président du CEMF, dont les connaissances en matière d'expertise maritime sont très étendues et riches de plus de 36 ans d'expérience, de vous en entretenir. L'association, de son côté, doit pouvoir exiger de ses membres une certaine discipline et se revendiquer d'une certaine éthique. C'est d'ailleurs un statut auquel adhèrent ses membres qui s'engagent à le respecter. C'est une force que de s'en revendiquer, c'est un gage de sérieux vis-à-vis du monde extérieur à la profession. En contrepartie, l'association doit pouvoir assurer le soutien et la défense de ses membres. Dans le monde concurrentiel des économies ouvertes, qui est le nôtre, nous ne pouvons plus nous satisfaire de notre sphère franco-française. Nous devons raisonner différemment, nous regrouper en associations ouvertes sur l'étranger et au moins au plan européen. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir en leur intervention M. Hank Hart, président de la FEMAS, M. Philippe Jacquemin, vice-président de l'EEI, le cadre plus particulier de l'organisation des compagnies d'experts de justice, vous sera proposé par Bernard Liceaga, administrateur du Conseil national des experts de justice, et qui vous fera également toucher du doigt l'intérêt non négligeable de la certification IPF. Après avoir balayé le champ de l'aspect réglementaire de notre profession à travers un état des lieux que nous propose Jean-Pierre Mortreux, notamment en ce qui concerne l'expertise fluviale, ce sera à Jean-Claude Franz de nous évoquer quelques particularités du quotidien de l'expertise plaisance avant de nous pencher sur la singularité des compagnies d'experts et de laisser libre cours à nos réflexions dans le cadre d'une table ronde qui nous permettra de débattre de quelques thèmes ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages parmi ceux que vous aurez choisis sur la liste qui vous a été soumise. Bon, je ne voudrais pas grever plus que cela le temps qui nous est imparti. La matinée est longue mais courte. Compte tenu de la densité de nos travaux, il me reste à vous remercier de votre attention et sans plus attendre, je laisse le micro au premier de nos intervenants. Merci. Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'avoir répondu à notre appel. Et ça me fait chaud au cœur de revenir ce monde si différent dans le monde de l'expertise. Dans un premier lieu, je vais vous présenter les représentations, la représentativité du CEMF au niveau français. Bon, nous sommes représentés dans le 59, Nord, Pas-de-Calais, dans le 75, Paris et sa région, dans le 50, la Normandie, dans le 29, la Bretagne, le 44, Pays de Loire, le 71, Centre-Bourgogne, le 70, 34, 30, Languedoc-Roussillon, 13, 83, 06, 20, PACA et Corse, aux Antilles et à La Réunion.
Notre siège social est à Marseille, 9 rue d'Absau, 13 09 01 Marseille. Et nous sommes à la Maison des Experts. Je vais vous parler de l'action du CEMF conformément au concept européen, pour suivre ce qui vient d'être dit actuellement par la FEMAS et par l'EEI. D'abord, nous recherchons la compétence. Le but est d'attirer à l'expertise les meilleurs techniciens, d'affiner la sélection par un audit des candidats pour apprécier leurs connaissances techniques, leurs connaissances procédurales, leurs qualités humaines et leur motivation à exercer la tâche d'expert, puisqu'on sait très bien que malheureusement pour l'instant, le métier d'expert n'est pas un métier reconnu. Donc c'est une tâche, c'est une fonction. Mais aussi de renforcer la formation continue, technique et juridique. À ce sujet, je vous rappelle que le collège est un organisme de formation, un syndicat professionnel d'experts, qui est un organisme de formation agréé par la préfecture des Bouches-du-Rhône. On exige également la transparence, prévenir les conflits d'intérêts en exigeant une déclaration d'indépendance des experts mandatés, des experts désignés par un tribunal et des sapiteurs choisis par l'expert, quand on est en judiciaire, vis-à-vis des parties, que l'on soit dans le cadre amiable ou dans le cadre judiciaire. Donc on reste dans le cadre du concept européen. En Europe, on a de nombreuses recherches de critères de reconnaissance communs à toutes les législations européennes. Pour cela, il n'y a à ce jour qu'une voie incontestable à notre avis, c'est la certification des connaissances de l'expert, tel que notre ami Bernard Bissiaga vient de nous le préciser, qui passe par une formation des experts, ce que pratique le collège, puisque à longueur d'année, nous avons environ une dizaine de formations juridiques ou techniques données en interne ou en externe sur les 12 mois de l'année. C'est à quoi s'attache le CEMF, tout particulièrement en proposant des formations, à peu près une par mois sur 10. Note, chaque expert du CEMF doit avoir pour principe et en mémoire à tout instant que pour toute difficulté technique ou juridique rencontrée, de se rapprocher à ses confrères du CEMF. Alors, on n'est pas raciste. Je parle du CEMF, mais il est évident que tout confrère qui a un problème peut se rapprocher de nous pour discuter de problèmes, parlons techniques, de problèmes techniques ou de problèmes d'expertise, expertale, de manière à en discuter plutôt que de faire des bêtises ou de se faire passer pour un incompétent sur le terrain. Il vaut mieux être assisté. Car les connaissances de chacun des membres représentent une puissance de raisonnement incommensurable qu'il ne faut pas hésiter à mettre en jeu en mettant de côté sa fierté et son amour-propre. Tout ça pour vous dire que l'état d'esprit que l'on veut diffuser au sein de notre association, c'est un état d'esprit qui dit que personne n'est infaillible, que tout le monde peut avoir besoin à un moment donné de se regrouper et d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre qui sera peut-être plus compétent que lui dans la matière qu'il a à traiter. Donc l'amour-propre, à mon avis, ça n'a pas lieu d'être. Il faut qu'il y ait une saine camaraderie, une saine assistance des uns avec les autres. Et vice-versa, bien sûr.
Par ailleurs, le CEMF met à disposition de ses membres une cellule d'assistance qui peut les assister en cas de mise en cause, de litige entre confrères membres du CEMF. Alors, mise en cause, pourquoi? Ben parce que actuellement, avec les problèmes d'assurance, de protection juridique, les clients n'hésitent plus à mettre en cause l'expert dès qu'il y a un problème qu'ils n'avaient pas prévu. Personnellement, avec ma grande expérience et mon grand âge, j'ai passé pratiquement 20 ans de ma carrière sans avoir jamais été mis en cause. Et puis, d'un seul coup, avec cette apparition de protection juridique, les mises en cause sont arrivées. Bon, pour l'instant, et je pense que ce sera la fin, les mises en cause n'ont jamais abouti, mais elles ont provoqué des problèmes, avocats, assurances, assister, perdre du temps et se défendre. Souvent pour rien, mais se défendre. Donc il est très important, je pense qu'on est assez peu capable de se défendre tout seul quand on est face à une juridiction ou face même à des confrères qui ne cherchent qu'une chose, c'est à vous déstabiliser. Donc n'hésitez pas, si vous êtes membre du collège, ou si vous n'êtes pas membre du collège, on peut toujours en parler, de faire appel à d'autres confrères qui peuvent vous aider. Par contre, il n'existe à ce jour aucune instance professionnelle susceptible de jouer ce rôle et qui soit reconnue par l'ensemble des compagnies d'experts, sur le territoire français ou encore moins en Europe. Nous pensons qu'il est temps de trouver les bases de la constitution de cette instance. Alors, il y a l'EI qui commence à penser à l'évolution du métier d'expert, il y a la FEMAS qui commence à penser à l'organisation de ce métier d'expert, de ces experts en Europe, mais pour l'instant, on est encore dans un vide sidéral. Et parmi toutes les compagnies d'experts qui sont en France, dont certaines sont représentées ici, personne n'est arrivé encore, pour des raisons X ou Y, valables ou non valables, à trouver une entente commune sur ces points de litige qui peuvent exister. Et raison de plus, quand on a un litige entre un expert du collège et un expert d'un autre collège ou indépendant. Ça serait bien qu'il y ait un organisme ou quelque chose, ou je sais pas, une organisation, c'est à voir, le chantier est ouvert à 100%, une autorité supérieure, laquelle, j'en sais rien pour l'instant, mais l'autorité supérieure à laquelle on puisse faire appel, un arbitrage, pour avoir un arbitrage entre deux oppositions qui sont en général des oppositions d'amour-propre. Action en cours au sein du CEMF. Donc on vous a dit que nous on était pour la certification des personnes. On est également pour la formation. Alors pour la certification, on a en cours de préparation une certification pour les contrôles non destructifs adaptés à notre métier d'expert. Parce qu'il y a une loi qui vient de passer en février qui dit qu'on ne peut plus signer de rapport de contrôle d'épaisseur en ultrasons CND si on n'est pas certifié. Or, les certifications qui existent actuellement retiennent tous les moyens de contrôle, c'est-à-dire les moyens de contrôle simples comme l'ultrason, comme le reçuage, ou les moyens beaucoup plus techniques comme la radioactivité ou tout autre système. Et aussi des recherches plus poussées sur la qualité des soudures qui ne sont pas tout à fait de notre chef, puisque nous on est là pour contrôler en général une épaisseur résiduelle, et notre rapport va s'arrêter là. Si on trouve vraiment trop de problèmes, soit on fait réparer, soit on appelle un technicien, un bureau d'analyse ou quelque chose de plus spécial. Donc, on est en train de préparer ce projet de certification simplifiée CND.
Depuis 2 ans, on a en cours la certification IPF de nos membres. Actuellement, nous avons 18 membres qui sont certifiés IPF. Comme nous l'a dit Bernard, la certification IPF est une certification des connaissances de l'individu, qui a une reconnaissance française, européenne ou anglaise pour certains, et c'est pour l'instant le seul moyen que nous ayons trouvé pour faire certifier les connaissances de nos membres. On a également en cours des contacts avec le MCA en Angleterre pour voir comment on pourrait travailler sur une reconnaissance de cet organisme pour l'intervention en Europe ou aux Antilles. On a également en cours une action, toutes ces actions sont en cours et elles sont en train de se réaliser d'ici le mois d'octobre, on aura déjà bien avancé. Auprès de l'AFNOR, qui propose actuellement une certification AFAC 9001 par étape, qui est une certification adaptée aux petites entreprises de moins de 5 employés. Donc ça nous concerne directement, puisqu'on est 1, 2, 3 en général, mais pas guère plus, et pour laquelle on va avoir une proposition tarifaire et de stage adapté aux demandes du CEMF. On est en train de discuter de tout ça. Donc la formation permanente et régulière, en interne et en externe, tant dans le domaine technique que juridique, qui représente actuellement, nous avons un potentiel d'une 50aine de cours différents qui peuvent être mis sur place, ils existent, ils peuvent être mis sur place ou expliqués ou communiqués sur certaines normes à définir encore à l'interne, mais on a au moins 50 points techniques ou juridiques qui peuvent servir nos membres. Et on a une approche qualité, je m'excuse, une approche qualité dans le collège, sur la base de la norme FX 50-110, de manière à ce que nos membres travaillent sur la qualité de leur rapport, de leur relation avec leurs clients, et soient garantis au travers de cette procédure de ne pas être contrés sur la présentation et sur le déroulement de leur travail. Sur le contenu technique, après ça c'est un autre problème, mais au moins que tout le cheminement de l'expertise qu'ils ont fait ne puisse pas être contesté ni au point de vue prix, paiement et manière de le faire, c'est-à-dire par exemple respect du contradictoire, et ainsi de suite. Le CMF est conscient des difficultés de reconnaissance rencontrées par les experts privés et de justice. Il met tout en œuvre pour améliorer les connaissances de ses membres, améliorer la qualité de leurs travaux, faire reconnaître leur qualité professionnelle par des certifications adaptées et gratifiantes. Et le credo du CMF, c'est loin de jouer la concurrence entre compagnies. Le CMF recherche une saine collaboration entre elles afin de fédérer leur puissance de raisonnement et de formation. C'est un appel à une ouverture pour les gens de bonne volonté qui seront capables de se mettre ensemble tout en gardant leur indépendance et leur point de vue, mais se mettre ensemble pour décider de la manière de bien faire l'expertise. Et de chasser de leur rang, ou pas chasser de leur rang, c'est pas ce que je veux dire, de ne pas accepter dans leur rang des margoulins qui font énormément de mal au métier de l'expert. Voilà, en quelques mots, la manière de penser, la manière d'être du CMF pour l'avenir, à hauteur de 3 à 4 ans environ. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.
all for inviting me and to giving me a chance to inform you about FAMOS. I will have to do it in English because my French is terrible. I do understand you all, but if you hear me speaking French, you say, no, this is not good. So I'll do it in English. I will tell you about FAMOS, as the slide says. What is FAMOS all about? And in between, I will try to find some points for discussion and debate. Les objectifs, ils sont connus, hein, c'est harmoniser autant que faire se peut les procédures expertales, le statut, la déontologie, la formation et l'évaluation des différents systèmes de justice européens. Je fais une parenthèse tout de suite. On est reconnu maintenant depuis 2 ans par le CEPEJ. Ceux qui ne savent pas ce que le CEPEJ, c'est la Commission européenne pour l'amélioration de l'efficacité de la justice. On n'est pas au niveau de l'Union européenne, on est au niveau du Conseil de l'Europe. Et on est reconnu comme observateur, on participe aux travaux donc, de la CEPEJ. Bonjour à vous tous, à vous tous. Je vais présenter un peu le CNCEJ, un peu la SNIPF et également les associations britanniques auxquelles nous appartenons. Je n'ai rien à vendre, je n'ai qu'à vous offrir tout ce que vous pourriez souhaiter et je répondrai à vos attentes. C'est beaucoup plus simple parce que ici autour de dans cette salle, nous attendons tous quelque chose mais pas forcément la même chose. Alors bien sûr, ça passe par un développement professionnel. Le tout, c'est comment y arriver. Donc je voudrais rappeler pour pouvoir étayer mes propos, je baserai cette explication, cette présentation sur notre ami Jean-Bernard Cerruti, qui nous a quittés, on en a parlé tout à l'heure, et qui dans sa carrière reprend complètement tout ce que je souhaitais vous présenter. Qu'est-ce qu'une profession réglementée? Pour de nombreuses professions, l'exercice est réglementé, c'est-à-dire soumis à une autorisation délivrée par une autorité compétente. Selon Bruxelles, puisqu'on parle beaucoup de l'Europe dans notre colloque, il s'agit de professions dont l'accès et l'exercice sont subordonnés directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. En France, l'activité de l'expert indépendant, que nous sommes aujourd'hui, n'est pas réglementée. En Europe, que nous l'a expliqué l'EEI et la FEMAS, des travaux sont en cours. Comment encadrer l'accès de l'exercice à ces métiers réglementés? Les agréments sont délivrés par une autorité compétente suite à un contrôle de conformité. Il y a 3 autres moyens: les habilitations, réglementées par décret ou arrêté ministériel. Le 3e moyen, c'est les certifications, les diplômes d'État inscrits au répertoire national des certifications professionnelles. Le 4e moyen, c'est les ordres, les associations professionnelles qui fixent les critères d'accès, évaluent les qualifications, les diplômes et accordent les certificats, le titre réservé ou le permis d'exercice. En dessous, je vous ai mis dans le Bordeaux de belles photos de la navigation à Paris, hein, pour vous changer un peu de l'environnement de Cannes. Alors aujourd'hui, maintenant je vais vous présenter qu'est-ce qui est réglementé en France et qu'est-ce qui n'est pas réglementé vraiment dans le corps du métier ou le corps d'activité de l'expert maritime et fluvial. Donc en France, la délivrance des titres de navigation aux navires et bateaux, c'est-à-dire la conception, la construction, la conformité des navires, avec le marquage CE, sont réglementées. Les activités d'expertise, d'assurance, de justice ou privées ne sont pas réglementées, mais elles peuvent faire l'objet de certifications privées.